Bienvenue au podcast Mystique. On est de retour ce mois-ci pour la météo astrale du mois de novembre 2023. Ce mois-ci, je suis accompagnée toujours de deux astrologues. Il y a Geneviève Boulet et Mimo Magri, que vous avez vu le mois passé. Deux astrologues qui offrent des séances si jamais ça vous intéresse. Et si vous voulez les suivre, je vais mettre leur compte Instagram dans les notes du podcast. Je tiens aussi à préciser que Mimo Magri a publié un livre sur l'astrologie qui s'appelle « Amour de soi sous les étoiles, cultiver son bien-être grâce à l'astrologie ». Il est disponible partout en librairie et, tant qu'à parler de livres, je vais vous rappeler que moi aussi, j'en ai qui sont sortis. Il y en a deux, en fait. Donc, le premier qui est l'art du tarot, si vous êtes intéressé à en savoir plus sur le tarot, ainsi que le recueil de nouvelles érotiques qui s'appelle « Nuit magique », dans lequel j'ai publié un texte. Ben oui, toutes ces choses. Astrologie, tarot et sexe, des sujets qu'on aime. Donc, je voulais aussi vous mentionner quelques trucs. Donc, c'est le retour du podcast Mystique après une longue pause. On est revenu le mois passé. Et le petit changement qu'il y a maintenant, c'est que l'enregistrement est aussi disponible sur YouTube. Donc, si vous voulez regarder l'épisode, c'est possible de le faire. Et si vous voulez supporter le podcast, c'est très simple. Vous pouvez partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, l'envoyer aux gens que vous croyez qui vont apprécier le sujet, l'épisode. On a eu beaucoup de plaisir à parler des transits du mois prochain. Autant pour vous raconter ce qui se passe dans nos vies pendant cette saison d'éclipse, mais aussi, il y a quand même des transits qui sont importants, surtout dans la saison du Scorpion, qui est une saison qui est toujours fascinante, mystérieuse, puis dans laquelle on aime ça parler des choses qui sont un peu plus tabous. Donc, on a eu beaucoup de plaisir à aborder certains sujets un petit peu spicy, si je peux dire. Et finalement, j'aimerais vous annoncer quelque chose parce que dans les prochaines semaines, on va annoncer 2 nouvelles offres. En fait, la série Le Passage, qui est une série de 3 ateliers que j'offre depuis les dernières années, est de retour. Donc, pour les 3 premiers dimanches de janvier, je vais offrir 3 ateliers. Donc, un atelier de rituel de tarot pour faire un étalement de tarot pour la nouvelle année. Un atelier d'astrologie dans lequel, avec Geneviève, on va parler des transits qui s'en viennent pour la prochaine année et comment on peut mettre ça dans le contexte de notre propre carte du ciel, et un cours de Yin Yoga sous forme de rituel pour amener toutes ces connaissances astrologiques-là, mais les faire passer dans le corps au lieu que ça reste dans notre tête. Donc, ça va être affiché prochainement. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez vous inscrire soit à un des ateliers ou aux 3. C'est votre choix. Et finalement, la formation de Zodiac, le niveau 2, va aussi être annoncée prochainement. Donc, c'est une formation qui va être offerte en 2024. Les dates ne sont pas encore exactes, mais dès qu'on va les avoir, on va vous les dire. Et c'est vraiment la suite du niveau 1 qu'on a donné au cours de la dernière année. Le niveau 1 de Zodiac qui visait vraiment à offrir un langage de base pour bien comprendre l'astrologie. On apprenait les signes, les planètes, les maisons, puis comment mettre une planète dans un signe, dans une maison. C'est surtout ça la base. Avec le niveau 2, on va parler des aspects, on va parler des nœuds lunaires et on va parler de la méthodologie de comment lire une carte du ciel dans le but de vous aider à lire votre propre carte du ciel, parce qu'on va commencer par ça. Donc, des grandes choses qui nous attendent pour le mois prochain, la saison du Scorpion. Je vous souhaite une très belle écoute, tout le monde. Donc, d'entrée de jeu, les filles, oui. J'ai envie de vous demander comment ça se passe jusqu'à date, votre saison des éclipses, parce que au moment où est-ce qu'on enregistre ça, c'est pas encore terminé. Mm-hmm. Donc, jusqu'à présent, qu'est-ce qui bouge? Ouh! Tu veux-tu y aller? Écoute, parce qu'on est vraiment dedans,
c'est des fois difficile de mettre en mots ce qui se produit pendant une saison des éclipses, car c'est plein de subtilités et de surprises qui sont parfois difficiles à comme traduire. Fait que je me sens en ce moment dans une période de récolte de nouvelles informations et je suis pas encore capable de traduire en mots. Malheureusement, je peux pas vous donner plus que ça. Je suis pas capable de traduire en mots comment distiller cette nouvelle information-là, mais clairement, mon expérience en est une qui est très profonde et je sens comme les plaques tectoniques collectifs et personnels bouger. Je sens le tremblement, je sens l'énergie et à travers tout ça, je pense que ce qui me garde vraiment enracinée, c'est de revenir juste à mes pratiques que je connais. D'ancrage. D'ancrage. Fait que je suis vraiment dans une place où j'essaie de vraiment m'ancrer, puis aussi de peut-être redéfinir pour moi quelles sont ces places-là d'ancrage. Ça a l'air peut-être un peu contre-intuitif parce qu'une saison d'éclipse peut rapporter plein de choses qui sont plus profondes ou plus négatives, mais ce qui remonte pour moi en ce moment, c'est ma connexion au plaisir. Et ma capacité à m'ancrer dans le plaisir, puis à prendre note de quand est-ce que j'ai vraiment du plaisir, puis d'avoir une forme de révérence pour ça dans ma vie. Alors voilà, rien de moins. Parce que ce que tu dis, ça me fait penser au fait que, tu sais, quand il y a les éclipses, souvent, le dénouement, pas le dénouement, mais un peu comme la signification ou comment ça va devenir évident un petit peu, la résultante des éclipses, ça peut prendre jusqu'à 6 mois, tu sais. Fait que des fois, c'est des petits événements qu'on croit pas qui ont de l'importance, qu'on se dit, ah, finalement, ça, c'est un point tournant, puis je m'en suis pas rendu compte sur le moment. Puis un des trucs que j'ai remarqué pour moi, jusqu'à date, c'est que je me suis fait inviter sur une date au gym. Au gym. Puis, tu sais, je me fais jamais demander sur des dates. Ça arrive vraiment, pas en personne, en tout cas. Là, d'accord. C'est à l'ancienne. À l'ancienne. À l'ancienne, d'être à l'ancienne. À la 1990, genre. Puis, c'est fou à quel point ça m'a déstabilisée de pas savoir comment dire non. En fait. Intéressant. Puis c'est très, tu sais, justement, nœud sud en balance, fait que de laisser aller un peu notre côté, je veux plaire à tout le monde, je veux être polie, je veux être courtoise, versus affirmer tes désirs, puis ton instinct, qu'est-ce que ça dit, tu sais. Puis pour moi, c'était un non clair, rien contre lui, tu sais, c'est juste, ça résonnait pas, tu sais. Et j'ai même googlé sur les internets comment décliner une date. Tellement que je me sentais pas capable. Puis ça a l'air quelque chose d'anodin, mais pour moi, il y a vraiment eu comme un shift de me dire, hey, j'ai le droit de refuser. Il y a quelque chose d'un petit peu plus, comment je peux dire ça, genre, dans l'affirmation de ce que je veux, puis dans oser arrêter de relativiser, puis juste y aller pour ce que mon instinct me dit. Fait que c'est un petit événement, mais qui, je crois, va avoir des effets ondulatoires pour plein d'autres choses aussi, tu sais. Ça, puis un autre gros truc des éclipses auquel je m'attendais pas, c'est que j'arrête ma thérapie. Ça fait 3 ans que j'étais en thérapie, plus que 3 ans même, puis c'est à chaque semaine, tu sais, fait que ça devient une relation importante aussi avec ton thérapeute. Puis, tu sais, la prochaine éclipse, celle du 28, ça donne dans ma maison 8, qui est la maison qu'on associe beaucoup à la psychologie, à la transformation. Mon thérapeute est taureau, en plus, ce qui est drôle. J'aime ça quand ça fait ça. Puis en plus, avec l'autre éclipse en balance, tu sais, on disait que ça allait être très relationnel, qu'il y a certaines relations qui n'allaient pas pouvoir nous suivre. Donc, j'ai décidé que j'allais prendre une pause. Puis ce qu'on discute, moi puis mon psy, c'est dans le but de m'expérimenter moi-même, tu sais, dans un esprit d'autonomie puis d'indépendance aussi. Fait que je trouvais que c'était vraiment éclipse, mais ça vient vraiment me brasser, là, comme je trouve pas ça facile comme move, mais je pense que c'est beau. Ouais, très écliptique, en effet. Toi, ma chère? Mais moi, c'était très... tu sais, axé sur les
relation, parce qu'on savait que ça allait être une éclipse quand même qui allait, mettre en lumière ces thèmes-là. Mais moi, ça a été un peu des petites bombes à retardement qui ont fait juste genre pas nécessairement un gros événement. Puis je pense que ça, c'est important aussi de le souligner, que, comme tu disais, ça nous affecte aussi, les 6 prochains mois. Des fois, c'est des petits changements de mécanismes. C'est des... un truc qu'on fait plus ou qu'on décide de laisser aller parce qu'on a de la nouvelle information, yada. Et donc, pour moi, je me suis rendu compte que constamment en train de purger, les peines, les anciennes relations, les choses comme ça. Et évidemment, je l'ai beaucoup vu en faisant des nouvelles rencontres et en réouvrant cette partie-là de moi, si on veut, par rapport à la relation one-on-one, où est-ce que tu dis, OK, là, de tout ce que j'ai appris, de tout ce cheminement-là, qu'est-ce que je veux vraiment et qu'est-ce que je décide de laisser partir. Donc, pour moi, c'était plus dans ce festival-là. Ce qui remonte pour moi, ou ce qui fait écho à ce que toutes les deux vous me dites, je vois l'image d'un domino, puis de l'effet domino. Tu sais, c'est comme là, la décision que tu as prise, ou juste ces petits déclencheurs-là, dans une saison d'éclipse, peuvent avoir vraiment cet effet-là de domino, de ripple, ou de vraiment... D'effet ondulatoire. Vraiment un effet ondulatoire qui peut parfois être difficile à mesurer en ce moment, mais qui ont quand même, comme tu dis, quelque chose d'aussi banal que de dire non à une date, qui est en fait un domino fondamental dans l'expérience prochaine que tu as envie de vivre par rapport à comment tu te positionnes dans tes relations-là, dans tes relations, et aussi de voir comment... C'est ça, dans la saison des éclipses, c'est peut-être plein de dominos qu'on déclenche puis qu'on va découvrir avec le temps, l'effet ondulatoire de ces expériences-là. Mais surtout par rapport à... moi, je suis très technicienne. Là, quand il arrive un truc, OK, là, tu te sens comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Chercher à comprendre le pourquoi, qu'est-ce que ça réveille, pourquoi tu es émotive quand tu penses à ça. Puis c'était un peu comme sur la semaine avant l'éclipse, la semaine de l'éclipse, et là, en train d'intégrer c'était quoi l'information. Puis c'était un peu, tous les jours, il y avait un peu une thématique de je suis exposée à un souvenir ou à un truc qui me rappelle quelqu'un que j'aime ou que j'ai aimé ou que j'ai été très longtemps avec ou pas longtemps. Puis c'était comme ramasser tous ces petits morceaux de photos puis de les mettre ensemble puis de me dire, je suis capable de garder l'amour ou garder le sentiment d'avoir connecté profondément avec X, Y, Z à un temps dans ma vie, mais je comprends aussi de faire coexister que ces mêmes histoires-là qui m'ont procuré autant de bonheur et de plaisir, faut les laisser partir aussi. Fait que c'est un peu ça, l'éclipse. On parlait d'une éclipse qui était très relationnelle, mais on a pu aussi voir dans l'actualité que c'est pas juste des relations interpersonnelles, ça peut être des relations interétatiques, si on veut. Là. Donc, on s'est beaucoup questionné à savoir si et comment on abordait le sujet de ce qui se passe entre Israël et Palestine. Puis, c'est sûr que d'un côté, on trouve que ça fait plus de tort de pas en parler que d'en parler parce que ça nous a affectés personnellement, dans le sens où on n'a pas du sang sur la table, c'est pas nos familles, notre situation à nous, mais c'est impossible de rester complètement indifférent à ce qui se passe, puis de vivre le sentiment d'impuissance, de ne pas savoir comment s'investir, si c'est correct de s'investir. Il y a aussi ça, tu sais, on pense que des fois, de s'investir, c'est de publier une story sur Instagram, puis avec toute la désinformation, ça peut être tellement dangereux, en fait, d'être dans un état réactif très rapide là-dedans. Puis une chose qu'on veut éviter aussi en parlant, c'est de rentrer dans le piège, comme on disait un peu plus tôt, de réduire la complexité d'un tel
événement, c'est pas juste un événement, on s'entend, là, c'est une centaine d'années d'histoire, à un transit astrologique. Non, je pense que ça, c'est vraiment le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Mais en même temps, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est d'observer à quel point ce qui s'est passé fait remettre en question le concept de justice. Qu'est-ce qui est juste et pour qui c'est juste? Tout à fait. Et tout ça dans la saison de la balance, pendant qu'il y avait comme un effet purgatoire un peu dans le signe de la balance. Ouais. Fait que je pense que c'est un concept qui a vraiment été mis de l'avant puis qui a fait qu'on s'est tous questionnés sur, OK, mais qu'est-ce que ça signifie au juste, la justice? Avec le nœud nord en bélier et le concept de la colonisation, étant donné que le bélier est un signe très guerrier, très pionnier. Ouais. Puis, il y a d'autres aussi, d'autres trucs astrologiques qu'on pourrait mettre là-dedans. Puis, le but, c'est pas nécessairement de faire un lien de causalité, de dire parce que tel placement astrologique était présent, il s'est passé ça. Non. C'est de faire des corrélations pour essayer de mieux comprendre la manière qu'on doit se questionner. Absolument. Et je pense que c'est vrai quand on utilise les transits pour notre propre carte du ciel aussi. Exactement. C'est pas il n'y a pas de cause à effet direct, mais c'est un outil de plus pour nous aider à comprendre une situation qui nous dépasse, qui nous touche, qui nous trouble. Et si l'astrologie peut apporter juste un peu de recul ou un peu de structure ou une loupe à travers laquelle on peut regarder une situation difficile, alors je pense que l'astrologie a sa place. Mais évidemment, il y a vraiment des limites aussi à cet outil-là quand on rentre dans des sujets aussi profonds et complexes et polarisants. Et pour moi, ça, c'est un mot qui est vraiment ressorti, qui ressort beaucoup en ce moment par rapport à la tension entre la paix, la balance et la guerre, le bélier. On dirait qu'ils ont pris tellement, il y a tellement de tension entre ces deux concepts-là archétypales, puis on sent encore plus, j'ai envie de dire, si on enlève le masque là, de la balance qui est qu'on est en paix ou on est sur un point d'équilibre. Il y avait un statu quo. Oui, il y avait un genre il y avait un statu quo de sur l'extérieur, c'est ce qu'on percevait du moins. Mais là, c'est comme si ça dévoilait en fait une polarité tellement extrême à travers les idéologies, à travers la réaction aux événements. C'est juste comme si je voyais la balance et le bélier à des années-lumière l'un de l'autre, en train de créer cette tension-là sur notre collectif. Et cette tension-là se fait aussi sentir à l'intérieur de moi. On est vraiment tous connectés. Puis c'est aussi important de nommer que dans la carte du ciel, les points où est-ce qu'ont lieu les éclipses créent un carré avec Pluton, qui est en Capricorne. Puis Pluton en Capricorne, ça fait des années qu'on est dans ce transit-là. Qui nous amène à renverser certaines structures de pouvoir qui n'ont plus leur place. Fait que je pense qu'il y a aussi cet élément-là de transformation, de structure peut-être parfois un peu tyrannique, un peu dépassée aujourd'hui pour essayer de renverser puis créer quelque chose de nouveau. Par rapport à justement ces nœuds-là, puis ces deux archétypes, on parle du bélier, de la balance. Je trouve que c'est, juste avant de rentrer là-dedans, c'est important ce que Geneviève disait par rapport aux lectures personnelles aussi, c'est-à-dire de souvent, parce que c'est quelque chose de réconfortant, c'est une façon de contrôler ce qu'on sait, de pouvoir dire, ben ça, ce trauma-là, c'est à cause de ça, c'est parce que j'ai ça, c'est ça. Et vraiment d'essayer de sortir justement de ces explications souvent réductives. Ça ne nous donne pas l'opportunité de vraiment creuser, d'aller voir les nuances. Puis quand on parle de nuances, on est dans ça, on est dans la balance, sauf que cette situation internationale, ça affecte tout le monde, ça nous affecte tous.
qui a vraiment pris ces archétypes-là et comment moi je le vois, c'est autant la réactivité du bélier de vouloir s'exprimer sans nécessairement avoir toute l'information ou comprendre par un esprit critique ou user du discernement. C'est simplement de réagir, tu sais, versus l'archétype de la balance qui est dans les pourparlers, la diplomatie à tout prix. Tu sais, c'est comme s'ils ont les deux archétypes sont un peu en distorsion dans la cacophonie du moment. Et pour moi, c'est important de dire aussi par rapport à ce transit-là de Pluton qui est parti direct juste avant l'éclipse, tu sais, qui est en Capricorne, puis qui termine son dernier mille. Dans des degrés quand même critiques. Très critiques, très urgents, qui nous parlent de les structures qu'on connaît, les institutions, mais les figures d'autorité sont en train de face crack. Ah oui, vraiment. Les masques tombent exactement. Des figures d'autorité. Puis ça, pour moi, ça ouvre la conversation de Pluton en Verseau. Absolument. Qui va amener justement cette idée d'esprit critique, de croyance, jusqu'à où on peut, pas critiquer, mais c'est-à-dire avoir un œil. Oui, on parle d'objectivité, mais tu sais, quand tu es dans tes croyances, quand tu es dans tes valeurs, que ça soit famille, que ça soit relation, c'est comme à quel point on est capable d'intellectualiser et de comprendre que, hey, ce que je crois, il y a peut-être des trucs bancals dans cette fondation-là. Et c'est de penser aussi qu'il n'y a personne qui est au-delà d'être endoctriné et de subir la désinformation. Parce que c'est partout, ça nous affecte de tout. Et mon invitation, en fait, ça serait juste d'user de ce discernement pour se tester nous-mêmes aussi. Et là, je dis ça en Verseau solaire, de prenez vos croyances les plus profondes et de voir à quel point vous êtes vraiment attaché à ces croyances-là et à quel point elles peuvent, où est-ce qu'elles peuvent bénéficier de rafraîchissement, de peut-être d'une conversation ouverte avec des gens qui ont des opinions absolument différentes des vôtres. Je pense qu'on est on avance vers l'ère de Pluton en Verseau qui va vouloir justement rentrer dans ce type de... Parce que dans le fond, Pluton va retourner en Verseau en 2024. En janvier. En janvier. Puis va revenir en Capricorne. Une dernière fois. À l'automne prochain. C'est ça, en septembre. Pour ensuite, finalement, en 2025, mon Dieu, j'étais comme, quelle année sommes-nous? 2025, vraiment s'en aller en Verseau. Mais aussi, le Verseau, c'est un signe d'air, donc pensée, opinion, etc., fixe. Donc, il peut être très... Absolument. Très comme ancré dans ses idées, puis avoir de la misère figée, avoir de la misère à faire preuve de flexibilité dans sa manière de penser. Puis Pluton, planète de la transformation, va comme renverser ça ou venir brasser tout ça. Fait que je pense qu'une fois que Pluton va être en Verseau, ça va faire partie des choses auxquelles on va être confronté. Tu sais, qu'on n'aura pas le choix vraiment de faire face. Tu sais, c'est comme si là, on est en train de shaker des institutions ou des structures plus physiques, plus sociétales. Et là, quand on va s'en aller vers le Verseau, ça va être, OK, mais là, on va s'attaquer à des concepts. Idéologiques. Idéologie. Absolument. À quoi tu t'identifies? Quel clan? Quelle communauté? Et là, ça va être des conversations encore plus polarisantes, je crois, parce que, comme tu dis, c'est aérien, c'est du domaine de l'intellect, c'est du domaine de... non, je crois dur et fort à ça. Et donc, je pense que là, on est dans un petit sneak peek et, et c'est chargé. L'autre chose qui remonte pour moi, c'est que cette première éclipse-là a déclenché une histoire qui va durer 18 mois. Donc, on est quand même dans malheureusement ou heureusement, le début de cette conversation-là. Et puis,
sais, on parle souvent des signes dans leur ombre ou dans leur lumière ou dans leur degré de résonance. Puis, ce que je nous souhaite, ou en tout cas, moi, ce sur quoi j'essaye de travailler, c'est d'utiliser l'énergie du bélier pour avoir du courage, pour défendre ce en quoi je crois de manière vraiment proche de mon cœur, puis proche de ce que je sens, et d'utiliser la balance dans son octave de la justice réelle et de l'écoute des parties et de la tempérance. Et on n'a jamais autant eu besoin de la lumière de ces deux archétypes pour se rapprocher, je pense, du cœur de cette situation-là. Ouais. Donc, c'est le souhait que je nous lance. Oui. Donc, on est, comme tu dis, on est encore assez au début de ce qui est en train de se passer. Ça se peut que d'ici le moment où est-ce que le podcast soit accessible à tous et à toutes, qu'il y ait déjà encore beaucoup de choses qui aient changé. Mais je pense que ça serait le moment de sortir de l'axe Bélier-Balance puis de rentrer dans la saison astrologique dans laquelle on Scorpion. S'en va. Oui! Yes! C'est cool parce qu'on a 3 placements en Scorpion. Moi, je suis Soleil en Scorpion, Geneviève Ascendant, Mimo Lune. Lune en Scorpion. Fait qu'on a vraiment la trinité scorpionique ici. J'aime ça. Donc, la saison du Scorpion qui commence le 23 octobre et se termine le 22 novembre. Donc, si on pense à ce que ça représente symboliquement cette saison-là, on peut se souvenir que c'est un signe fixe, le Scorpion, parce que c'est vraiment le milieu de la saison, le milieu de l'automne, et c'est un signe d'eau. Donc, il y a un côté très résolu, très obstiné à l'énergie du Scorpion, mais aussi très émotif, psychologiquement futé, j'ai envie de dire, et introspectif. Le thème de l'intimité, je pense, est vraiment central à l'énergie du Scorpion parce que dans la balance, on est dans la relation, on est courtois, on est poli, on se rencontre, première, deuxième date, cool au bout. Mais là, quand on rentre dans l'énergie du Scorpion, c'est comme, on est une couche en dessus. C'est genre, maintenant, on fait l'amour. Ou genre, on fait dodo ensemble et le lendemain matin, il y a une des personnes qu'il faut qu'elle fasse caca. Puis, tu sais, c'est comme, c'est vrai, ça fait partie de l'énergie du Scorpion. Mais c'est drôle parce que moi, je vois ça aussi en termes d'années. Tu sais, dans le sens où c'est vrai ce que tu dis. Mais pour moi, c'est les choses comme inconfortables qu'il faut que tu laisses l'autre voir. Pas voir. Comprendre que ton caca est plus. Oui, ou juste comme t'es un humain que ça arrive. Là. Scorpion, c'est aussi, il veut pas nécessairement te montrer ça comme right away. Il résiste à ça. Il résiste jusqu'à temps que comme si on veut vraiment rentrer dans la fusion là, du Scorpion. L'intimité, c'est nécessaire. Pour que l'intimité soit là, c'est nécessaire de montrer les parties moins jolies de nous. Absolument. Dis le Scorpion. Dis la Scorpionne. C'est pas facile. Non. C'est pas facile. Non, puis on est ici pour apprendre ces choses-là. Quand on est avec un signe astrologique, c'est pour apprendre à l'incarner. Absolument. Donc, l'intimité, c'est aussi d'aller dans le fond des choses, de pas voir que le beau, puis de creuser pour trouver ce qui est cru, ce qui est vrai, ce qui n'a pas été comme tout embelli déjà. Donc ouais, c'est pas mal ça pour l'instant, pour le Scorpion. Avez-vous des choses à rajouter sur l'énergie? J'ai des choses super dark à rajouter. Plein de choses dark. La mort, non, c'est pas vrai, mais c'est vrai. Oui. La mort et le processus alchimique de la Renaissance. Hey, on peut-tu juste s'asseoir dans ça, collectivement, personnellement, dans les choses qui se terminent? La nature nous le montre. Exactement. Et il y a quelque chose de... En tout cas, évidemment, je trouve ça beau. Mais ce cycle-là, la nature cyclique est beaucoup... Oui, et même le karma, ou comme les événements qui se répètent, les boucles, toute la dimension psychologique pour comprendre pourquoi ces boucles-là se répètent, tout ça, c'est très saison du Scorpion. Et évidemment, la nature est notre plus grande enseignante par rapport à embrasser aussi un repli. Hein? Il y a moins de lumière. Il y a peut-être une énergie différente qui s'installe. C'est le temps de comme écrire ses secrets dans un journal intime. Voilà, c'est ce que je rajouterais. De gérer sa dépression saisonnière. Aussi. Pour beaucoup de personnes. Aussi. Puis comme d'en parler. Moi, il y a 2 mots qui
qui me parlent vraiment dans la saison du Scorpion. Je pense qu'on parle souvent de transformation, tout ça, 100%. Mais il y a 2 mots que j'ai choisis pour celle-ci, qui est recueil et retrouvaille. Et retrouvaille, parce que la saison du Scorpion, comme c'est une saison où est-ce qu'on va dans les bas-fonds, on se retrouve nous-mêmes aussi, je trouve qu'il y a des belles retrouvailles à faire avec certaines parties de nous qu'on a peut-être éclipsées ou qu'on a mis de côté, surtout, par exemple, par rapport à nos désirs, notre propre sexualité, peut-être des... Ouais. C'est ça. Oui. D'aller retrouver... Puis j'aime ça voir ça comme une image de retrouvailles entre amis, tu sais, ou de retrouver une sœur. De rapatrier des parties de soi. C'est ça. Ou est-ce que... je sais que j'étais connectée à un certain moment à ce type de personne ou que j'aimerais explorer une autre connexion. Et là, je vous parle de choses peut-être qu'on ne s'avoue pas à soi-même. Mais oui, tabou. C'est ça, et que c'est le temps de renouer. De renouer, d'aller... puis regardez, vous pouvez blâmer la saison du Scorpion si ça vous tente, mais permettez-vous d'aller... faire un petit check-in avec qu'est-ce que j'ai envie d'explorer, quel type de connexion. Et donc, pour moi, c'est un peu ces mots-là qui me parlent, et recueil, plus dans le sens de j'aime beaucoup écrire, ce médium-là, c'est quelque chose qui me parle. Et de se retrouver et de se recueillir pour... on a besoin de faire des deuils, on a besoin de boucler des cycles, puis des fois, ça aussi, ça se fait seul. Ça se fait en recueil, se retrouver. Fait que c'est un peu les deux mots qui me parlent cette saison. Bien, je trouve ça intéressant parce que tout ce à quoi tu fais référence est beaucoup associé au shadow work, au travail de l'ombre. Fait que c'est l'idée justement de plonger à l'intérieur de soi pour aller retrouver toutes les parties qu'on considère tabous, inconfortables, qui ont pu être jugées par les autres ou même par soi-même, d'aller les recueillir à l'intérieur de toi puis les faire sortir dans le but de retrouver son pouvoir personnel. C'est aussi la saison des sorcières, la saison du Scorpion. Puis il y a plein de définitions qu'on peut donner aux sorcières, mais je pense que l'empuissancement puis l'agentivité de sentir qu'on a son pouvoir entre ses mains puis un impact sur notre réalité puis le monde qui nous entoure, c'est central à cette idée-là. Fait que d'aller sonder notre monde intérieur, faire... En fait, ça peut être plein d'autres types de désirs, mais si on s'en tient à la sexualité, mon désir sexuel, c'est quoi en ce moment? Est-ce que je peux avoir le courage d'aller puiser dans ce désir-là, puis de faire une action qui est alignée à ça pour m'offrir ce que je désire. Parce que ça nous amène vers la planète maîtresse ou les planètes maîtresses du Scorpion, qui sont Mars et Pluton. Fait que quand on regarde ce que ces planètes-là font ce mois-ci, ça nous donne encore plus d'informations sur la saveur du mois. Parce que, oui, c'est la saison du Scorpion, principalement au mois de novembre, mais ça vient après la saison des éclipses, qui a brassé beaucoup de choses. Puis, ensuite, on redescend dans la saison du Scorpion, mais en ayant en tête tout ce qui a été brassé puis qui est remonté à la surface de l'eau pendant les éclipses. Et on entre dans la saison de la transformation puis de l'empuissancement. Hey, j'ai envie de dire merci. Quel bon timing que maintenant qu'on a soulever le tapis, qu'on ait l'énergie ou le support de la saison du Scorpion pour vraiment observer. Dans mes notes, c'est marqué « regarder son caca ». C'est comme... Et dans mes notes... Un thème ici. « Look at your poop ». Mais dans le sens où, de toute façon, c'est l'énergie à notre disposition. Pourquoi pas s'en servir pour se permettre de se regarder dans le blanc des yeux, collectivement et personnellement, et de comme quasiment de se rendre de se mettre à l'aise avec l'ombre. Puis pendant toute la saison du Scorpion, Mars est en Scorpion. Fait que ça aussi, ça l'ajoute un élément super intéressant à la chose. Si on regarde les deux planètes maîtresses, parce que, juste pour expliquer,
quand on est dans une saison astrologique, ça veut dire que le soleil passe dans ce signe-là. Mais quand on regarde les correspondances, donc la planète maîtresse, ou dans ce cas-ci, les planètes maîtresses de ce signe-là, ça nous donne de l'information supplémentaire. Ouais. Donc, Mars va être en Scorpion pendant toute la saison du Scorpion et Pluton va être, comme on le sait, en Capricorne aussi. Fait que c'est les deux planètes qui peuvent nous donner plus d'informations. Quand on parle de la planète Mars, on fait référence au principe d'action, de drive, de passion, d'énergie, de sexe, mais aussi de son droit d'exister de manière individuelle et égoïste, j'ai envie de dire, entre guillemets, dans le sens, j'ai le droit à mes désirs, j'ai le droit à ce que je veux, puis ça va pas toujours être ce que l'autre personne veut, tu sais. Fait que je trouve que ça donne un ton très empowering à la saison du Scorpion cette année, de demander ce qu'on veut, d'oser mettre son pied à terre. Ça nous donne la capacité de prendre conscience de nos motivations profondes aussi, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui nous pousse à désirer telle ou telle chose? Puis ça fait référence à regarder son caca un peu. Parce que des fois, c'est inconfortable de se dire, hey, en fait, pourquoi j'ai envie d'avoir telle promotion, mettons? Je veux cette promotion-là. Est-ce que c'est vraiment parce que c'est là que tu veux que ta carrière s'aligne ou est-ce que c'est plus motivé par l'esprit de compétition? Tu veux pas que ta collègue ou ton collègue l'aille? Est-ce que c'est par manque d'estime de soi que t'es comme, je veux juste me prouver que je suis capable de l'avoir, tu sais? Fait que, mais puis, oh, vas-y. Juste pour terminer, parce qu'on parle beaucoup de caca, puis je veux juste mettre les gens en contexte, que le Scorpion est littéralement associé au caca. Son signe opposé, le Taureau, à la nourriture, le signe du Scorpion à ce qui ressort de l'autre bord. C'est tout. Fait qu'on est, on est sur le sujet, tout le monde. Là. On n'est pas hors sujet. Mais je trouve, par rapport à l'expression de Mars, qu'on sache, c'est aussi la planète maîtresse du Bélier. OK? Donc, on a Mars qui est dans l'expression du Bélier, mais à la maison, mais qui est aussi à l'expression du Scorpion à la maison aussi. Sauf que l'expression de Mars sous le Scorpion, c'est un Mars beaucoup plus stratège. Ouais, c'est un Mars, c'est un peu le sous-marin, là, la torpille sous-marine là, qui n'a pas cette exubérance du Mars en Bélier qui est comme tu sais, c'est à moi. Moi, je le vois beaucoup comme la guerre. Mettons, Mars en Bélier, c'est la guerre sur le terrain là, avec genre 300 là, tu sais. Puis Mars en Scorpion, c'est la guerre froide. C'est comme la stratégie derrière, c'est ce qu'on se dit pas, mais c'est les comment on dit ça, l'armement, les complots. Non, ben ça aussi, mais ça peut être la race, la course aux armements. Course aux armements. Voilà. Mais, tu sais, je dis ça pour dire que c'est une expression. Mars en Scorpion, il nous demande aussi cette idée-là de. Tu sais, j'ai beaucoup aimé le mot motivation parce que ça, c'est vraiment Mars en Scorpion. C'est la motivation qu'on n'exprime pas, qu'on ne dit pas, mais qui vit, tu sais, dans notre gut, là, qui nous dit être. Par exemple, un désir sexuel envers quelqu'un, puis t'es comme, ça pourrait être plein de dynamiques, de conflits, a.k.a. ils sont en couple, a.k.a. on peut pas toucher à ça, a.k.a. c'est le chum de ta best. Tu sais, des trucs comme ça, parce que t'es comme, oh my God, ça me dit quelque chose sur mon désir profond, des désirs qui sont parfois dérangeants, polarisants, 100%. Puis, je vous invite justement à connecter à cette boussole un peu, tu sais... marécageuse. Oui, c'est ça. Je pense qu'il nous pousse à suivre des instincts, pas nécessairement d'agir sur nos instincts, mais si c'est d'avoir des conversations avec nous-mêmes qui nous disent « Hey, cette zone-là, là, que tu veux jamais vraiment aller là-dedans, bien, comme Jen dit, là, on va mettre notre face direct dedans, tu sais. Moi, c'est mon Mars, hein, c'est mon retour de Mars en Scorpion, donc je suis live. I'm going live. Et pour moi, le mot est aussi qui, pour moi, est associé à
à la couleur ou à la texture du mois, c'est une forme d'intensité, Ben oui. mais une intensité qui est comme, un peu comme ce que tu dis, qui est un peu, j'utilise souvent l'exemple des arts martiaux, il faut que tu donnes un coup de poing, puis tu casses la planche en deux. Tu sais, c'est pas comme Mars en bélier qui serait plus swing les pieds dans tous les sens, tu te fais pogner une tête. Quelque chose répété. Oui. C'est vraiment d'arriver aussi à canaliser cette intensité-là. Mais c'est intéressant Mars en Scorpion parce que c'est à la fois de canaliser et d'observer cette force-là, mais aussi de savoir exactement le bon moment pour agir. Ouais. Et donc, ça aussi, j'accueille et je nous invite à accueillir Mars en Scorpion pour nous aider à vraiment sentir, parce que le Scorpion, c'est quand même une énergie d'eau qui est très sensible. C'est quand le bon moment pour moi d'agir. Ouais. Puis d'être capable de contenir notre ferveur pour l'aligner avec le Scorpion qui a son dard, là, le bon moment pour se lancer dans l'action. Donc, contenir cette intensité-là, pour moi, c'est vraiment Mars en Scorpion et en même temps, d'embrasser son intensité. De faire comme, bon, tout ça se passe en moi, tu sais, de laisser circuler. L'énergie du Scorpion, c'est une énergie qui peut être très puissante et qui peut nous amener dans toutes sortes de zones de notre psyché. Fait que c'est important de la faire circuler, cette énergie-là. C'est un bon mois pour donner des coups de poing dans un oreiller, puis comme marcher vite pour te rendre du point A au point B. Transmuter le truc. Parce que c'est Mars, puis parce que c'est Scorpion. Ça bouillonne à l'intérieur. C'est comme move it around. Il faut la faire bouger. Il y a un truc intéressant aussi qui se passe dans le ciel, c'est qu'on a dit Pluton est aussi en Capricorne. Dans le signe du Capricorne, Mars, il est en super puissance. C'est-à-dire, quand Mars, si vous avez Mars natal en Capricorne ou le placement de Mars sous le Capricorne, c'est un placement qui est exalté puis qui ramène l'idée du stratège. Et là, on a Pluton qui est lié au Scorpion. En tout cas, il y a comme une corrélation là-dedans où est-ce que Capricorne et Scorpion, on est un peu dans une énergie de, justement, discipliner notre puissance. Puis c'est super important parce que la puissance, le pouvoir personnel, on peut l'utiliser bien, mais on peut l'utiliser tellement à mauvais escient. Et donc, reconnaître cette super puissance d'un... Tu sais, même quand on regarde un bébé scorpion, là, c'est tout petit, mais je te promets que quand il sting, you're done. Tu sais? Et cette idée-là, moi, je la sens beaucoup de ces deux énergies-là, de vraiment discipliner ce Mars en pour penser Scorpion. à long terme, tu sais, parce que Capricorne, c'est l'idée d'accomplir quelque chose d'envergure. Fait que comment on discipline son intensité pour être capable de construire quelque chose de grand puis d'impressionnant puis de périn, en fait. C'est surtout ça. Puis pour clore un petit peu la braquette Mars, parce qu'on a plein d'autres transits à parler, c'est seulement le 24 novembre que Mars va aller vers le signe du Sagittaire. Donc, à partir de ce moment-là, nos actions sont peut-être moins motivées par nos motivations profondes, ce qui est intérieur, un petit peu plus gooey, inconfortable, mais beaucoup plus par nos idéaux, par la vision que l'on s'est créée de ce qu'on veut atteindre. Parce que le Sagittaire, c'est le centaure, n'est-ce pas, avec son arc à flèche. Il tire sa corde vers l'arrière, puis il pointe dans la direction qu'il veut qu'elle aille, la flèche, pour l'envoyer. On est capable d'avoir une meilleure perspective avec Mars en Sagittaire parce qu'on a un recul qui nous connecte à notre vision d'ensemble, le bigger picture, pour savoir c'est quoi l'action qui doit être prise puis dans quelle direction on s'en va. Donc, c'est peut-être à partir du 24 novembre un moment où est-ce que on veut se permettre de prendre plus de risques, j'ai envie de dire. D'amener nos rêves à destination ou du moins les aligner vers où est-ce qu'on... Des actions alignées avec nos idéaux, exactement. Donc, c'est pas mal ça pour Mars, qui est quand même important pendant la saison du Scorpion, mais il y a plein d'autres choses. Des affaires. Et là, si c'est pas déjà fait, sortez papier-crayon, votre agenda, peu importe, Google Calendar, peu importe ce que vous utilisez, parce qu'on a des petites dates pour vous, OK?
Donc, si on parle encore une fois de la vibe plus générale de la saison du Scorpion, on a parlé d'intensité, d'observation de ses motivations profondes, de penser à discipliner son intensité pour bâtir quelque chose de périn. Mais de manière générale, il y a vraiment cette énergie-là de vouloir instaurer des changements qui sont importants, suite à la saison des éclipses, justement, puis de laisser place à une profonde transformation intérieure. Puis pendant presque tout le mois, j'ai envie de dire, là, si on y va par aspect, par signe, on va dire, là, on est dans du jargon astrologique, mais si vos cerveaux sont en train de cuire, vous pouvez juste faire abstraction de ce que je viens de dire. La saison du Scorpion est en opposition avec ce qui se passe dans le signe du Taureau, où est-ce que se trouvent Uranus et Jupiter. Ouais. Donc, cette énergie-là d'avoir la saison du Scorpion opposée à ces deux planètes-là en Taureau, pour moi, c'est que l'instauration de changements importants dans nos vies ce mois-ci vient avec des tests. Qu'on est testé dans l'instauration de ces changements-là, surtout au niveau de nos croyances, Jupiter, puis au niveau de notre individualité, Uranus. Les transformations peuvent venir brasser beaucoup de choses, surtout quand ça va être la nouvelle lune en Scorpion, qu'on va vous parler un petit peu plus, qui va avoir lieu le 13 novembre. Puis, il y a aussi, je trouve, cette tension-là, parce que c'est une opposition, entre le désir d'affirmer ou même d'assouvir nos désirs versus ce qui se trouve caché dans le fond de soi, puis le désir de vouloir changer nos patterns. Tu sais, c'est comme, j'ai des désirs qui sont là que je veux assouvir, mais en même temps, je veux briser les cycles de comportement dans lesquels je me trouve, tu sais. Fait qu'il y a comme cette tension-là de « OK, je réponds à quoi? Je dis oui à quoi? » tu sais. Je le vois aussi un peu comme le Scorpion nous amène à regarder vers l'intérieur et vers le bas. Puis c'est comme si Jupiter puis Uranus en Taureau sont comme non, ça se peut-tu vraiment? Tu sais, est-ce qu'on peut vraiment manifester nos super bonnes recherches qu'on est en train de faire dans le Scorpion? Puis là, c'est comme si l'image qui me venait, c'est comme de reprendre des bouffées d'air, de sortir de notre petit bocal scorpionique puis de faire ah oui, c'est vrai, est-ce que concrètement je vais pouvoir appliquer ça à la réalisation plus tangible de mes aspirations. Et cela dit, les oppositions, c'est une tension dynamique. Je pense que les deux peuvent se parler puis s'envoyer plein de bons cues. Justement, moi, je trouve que surtout quand on est dans l'axe Scorpion-Taureau, un fait beaucoup de bien à l'autre. On peut se donner des petites pauses d'introspection. Prendre une marche dehors. Prendre une marche dehors, manger une petite soupe à la courge et retourner à notre besogne scorpionique. Mais juste de le voir comme un retour à le ici, maintenant, enracinement. Qu'est-ce qui se passe pour de vrai? Là? Je suis rendue trop loin dans ma spirale intérieure. Ouais. Mais tu sais, quand on parle de Mars et ben, justement cette tension-là avec Uranus en particulier, Uranus qui nous parle aussi de perturber le statu quo, révolution. Les révolutions. Et moi, ensemble, je les vois beaucoup comme l'impulsion de breakthrough et break free, et je vais vous le dire en français. Donc, se libérer et s'émanciper. Oh, good. S'émanciper, se libérer de nos propres impulsions aussi. Je trouve qu'ils sont capables de collaborer dans leurs deux esprits très revendicateurs des deux côtés. Uranus perturbe, revendique, oui, mais Mars aussi. Puis dans cette essence-là, je pense que ça peut nous donner le courage de revendiquer certaines choses. Ça peut 100%. Nous donner le courage d'entamer, de faire des choses très concrètes, Taureau, de faire des choses qui vont améliorer peut-être notre vie au niveau personnel, mais aussi au niveau collectif. Et c'est un peu comme ça que je vois cette opposition. Comme tu disais, les oppositions peuvent aussi travailler ensemble. Ce sont des signes sœurs. Ce sont des signes qui, tu sais, le Taureau, le Scorpion, ils se regardent, ils s'apprennent des choses de différentes
perspectives, sauf que c'est le même axe, tu sais. Et donc, il y a des thèmes communs, il y a des choses que les deux signes comprennent intuitivement. Et je pense qu'on va être beaucoup là-dedans. Ces espèces de petits breakthroughs personnels aussi dans cette saison du Scorpion. On a aussi Saturne qui est en Poisson depuis un bon moment déjà, mais qui termine sa rétrograde au début du mois, donc le 4 novembre. Et en fait, c'est depuis le 17 juin dernier que Saturne est en rétrograde. Donc, Saturne, on se rappelle, c'est la planète qui représente les limites, les règles, la structure, le tough love aussi. Je le compare souvent à un coach qui est là pour te dire qu'il faut que tu sois à la piscine à 6 heures le matin, même si t'es le lendemain de veille, parce que tu veux gagner ta prochaine compétition. Fait efforts sont nécessaires ici. Puis quand on parle d'une rétrograde, c'est un ralentissement cosmique pour retourner la vapeur, renverser la vapeur, puis aller en mode introspection dans le but d'inverser la tendance des fois, de changer le cours des choses. Puis, on avait, comme je disais, Saturne en rétrograde depuis le 17 juin. Puis dans le signe du Poisson, qui est un signe qui est de nature très rêveuse, quand Saturne intervient avec ses règles puis ses restrictions, ça peut susciter un sentiment de désespoir puis de mélancolie à l'intérieur, de l'apathie même, j'ai envie de dire. Puis quand je pense à ça, je pense à ce que Xavier Dolan avait dit dans les médias, où il aurait été mal cité, mais il s'est répété par la suite, puis je pense que le sentiment est là. Il y a Mercure en Poisson, puis je pense qu'il est vierge à la base, quelque chose comme ça. Puis ce qu'il avait dit dans les médias, c'est que ou en fait, ce qui transcendait de ça, ce qui ressortait, c'était vraiment un sentiment d'apathie. Désillusionnement. De désillusionnement. Il y a give up. Un peu. Oui, puis je sais même plus à quoi ça sert, l'art que je fais. Puis je pense qu'il a essayé de se reprendre après en disant comme, ben non, l'art est important, mais tu sens qu'il y a comme une lassitude. Et tu sais, en tant qu'artiste aussi, c'est important d'accueillir les artistes où est-ce qu'ils sont. Oui. Et les artistes... comme n'importe qui, ont le droit de faire de l'art qui écho comment ils se sentent. Et s'ils se sentent comme de la merde, I'm really sorry, that's what you're getting. Mais parce que ça... Pas que l'art va pas être bon, mais que l'art reflète leur authenticité du moment. C'est ça, comment qu'ils se sentent. Je pense que parfois, on s'attend que les artistes, ils ont fait un truc qui nous a tellement touchés qu'on veut continuer à qu'ils fassent toujours la même affaire. Non. Mais peut-être que pour l'artiste, ça lui parle absolument plus de faire ça. C'est juste une petite note d'artiste. Mais je pense que, justement, ce sentiment de lassitude-là était beaucoup typique un peu de Saturne en Poisson de manière générale, mais encore plus fort pendant la rétrograde parce que c'est tellement internalisé comme sentiment. Puis là, je pense qu'avec la sortie de la rétrograde, à partir du 4 novembre, il y a comme un... Oui, le sentiment est encore là, mais il y a comme une reconnexion aux responsabilités qui se fait. Absolument. Genre, je peux pas m'évader. Je peux pas m'échapper. Comme faire cohabiter les deux. Absolument. Pour moi, c'est comme... On rentre au travail, comme de retour au travail. Et je remercie les rétrogrades qui nous permettent de réfléchir et de se poser et de revenir en arrière. Tu sais, des fois, il faut se permettre ça, de dire « Ah, c'est-tu vraiment ça que je voulais dire? » Non, l'art, c'est puissant. Mais moi, en tant qu'individu, je vis un désillusionnement et cette personne-là a le droit. Moi aussi, en tant qu'artiste, je l'ai vécu, ce sentiment-là. Et je partageais cette émotion-là, tu sais, que je chantais aussi un peu généralisée dans la communauté artistique. Le Poisson, c'est quand même aussi beaucoup associé à la créativité, à l'inspiration. Puis Saturne, qui nous travaille là, c'est comme si il change le rythme. Saturne change le rythme de la fluidité avec laquelle le Poisson peut-être aimait rentrer dans son expérience créative et il rajoute, c'est ça, des règlements, puis des comptes à rendre, puis une structure. Mais avec donc au mois de novembre, avec Saturne qui renverse sa vapeur et qui se met à aller direct, je pense qu'on va avoir collectivement un certain, pas regain d'énergie, parce que Saturne, c'est pas une planète qui donne énormément d'énergie, mais une capacité
Une résilience. Une résilience, à être tenace, à faire comme, bon, c'est pas parfait, j'étais encore un petit peu désillusionnée, mais je sens que ça vaut la peine, à long terme, de continuer à m'investir dans cette recherche-là, dans cette œuvre-là, dans ma quête spirituelle, dans toutes les thématiques qui touchent au poisson. Ce que tu viens de dire, je trouve ça super important. Puis si les gens sont un peu plus versés dans l'astrologie, ou les gens qui font la formation zodiaque, par exemple, peuvent aller voir où, dans leur carte du ciel, se trouve le signe du poisson, dans quelle maison, de voir, OK, c'est dans ce secteur de ma vie-là que je fais peut-être face à une certaine désillusion, lassitude, mais c'est là que je dois me retrousser les manches aussi, tu sais, puis faire preuve de ténacité et de résilience pour continuer à aller de l'avant. Puis un autre thème que je trouvais important avec la sortie de rétrograde de Saturne, c'est l'idée que notre empathie a des limites. Genre, l'empathie a des fucking limites. Là. Parce que le signe du poisson est un signe qui absorbe énormément l'énergie, peut facilement entrer dans l'archétype du sauveur ou du martyr, puis de se dire, OK, j'ai beau être très sensible à l'état des autres, à l'état du monde, je dois aussi penser à me préserver. Puis c'est Mélanie Fortuna qui a publié une citation de Myriam Asna concernant... Je suis pas sûre qu'elle parlait, Myriam, nécessairement de Saturne en poisson, mais c'est un beau lien que Mélanie a fait de l'associer à ça. Puis c'est avoir de la compassion et de l'empathie pour les comportements d'un individu sur la base de son expérience vécue ne veut jamais dire que nous devons tolérer ces comportements ou leur offrir un espace. Nous pouvons à la fois avoir de la compassion et mettre nos limites. C'est ça que ça signifie d'avoir de la compassion pour soi-même. Puis j'étais comme, c'est vrai. Tu sais, on peut voir les espaces dans notre vie où est-ce que on est tellement dans, hey, t'as vécu telle chose ou telle personne, elle a eu tel trauma, elle a passé à travers telle chose ou tel peuple a vécu telle chose. Et donc, ça leur donne le droit de répondre par un comportement qui peut être très toxique, très nocif, très... c'est quoi le mot? Très destructeur pour autrui. Mais c'est de dire, ben non, en fait, il y a une fucking limite à l'empathie qu'on peut offrir. On peut avoir la compassion, mais quand même dire non. Cette rétrograde de Saturne, mais je trouve que... en particulier quand Saturne rétrograde, pourquoi ça vient souvent avec une espèce de, tu sais, de the party is over un peu, parce que cette rétrograde, elle nous rend très conscients de nos limites. Elle nous rend très conscients des choses qui ne fonctionnent pas, et parce que c'est une rétrograde qui est souvent plus longue, c'est pas la rétrograde de Mercure qui est 3 semaines. Non. C'est comme une espèce de, OK, bon, là, je sais que ça marche pas, là, ça me gosse, là, tu sais. Et il y a ce côté-là qui est lourd, et donc, c'est sûr que moi, personnellement, j'ai hâte que le 4 novembre arrive, parce que je suis tout le temps dans... j'ai un esprit Saturne en rétrograde. Tu sais, je suis souvent dans ces... fait que je suis comme... En ce moment, je trouve ça, personnellement... OK, j'ai hâte là, qu'on reparte un peu de cette espèce de... On a fait, comme tu disais, les comptes à rendre. OK. Mais je trouve aussi que parce que c'est Saturne sous le poisson, il y a un grand retour à notre spiritualité, et quelque chose que j'ai remarqué beaucoup depuis que Saturne est entré en poisson. Des gens qui sont habituellement sceptiques ou qui... par exemple, ne sont zéro intéressés à tout ce qui est ésotérique ou l'astrologie, il y a comme une curiosité de « Ah, ouais, OK, je vais aller regarder ça. » Puis, je sais pas, je le sens beaucoup dernièrement dans cette rétrograde, où est-ce que les gens, ils reviennent à leur pratique spirituelle, ou du moins, ils essayent d'en inculquer une. Je pense qu'il y a de ça. Mais je remarque aussi qu'il y a beaucoup de gens dans la sphère de la spiritualité qui retournent vers la religion.
Oh, wow. aussi. Oui, j'ai beaucoup remarqué ça. Oui, moi non. On commence, moi, en tout cas, peut-être dans... Oui. Il y a beaucoup plus de discussions autour de Dieu. Il y a comme de retourner vers des concepts peut-être un peu plus conservateurs. Est-ce que tu parles par rapport à la rétrograde de Saturne ou juste depuis Saturne en poisson, j'ai envie de dire. Ouais, je pense que ça make sense. Oui, comme une spiritualité plus organisée, plus structurée, plus conservatrice aussi, j'ai envie de dire. Ouais. Moins... parce que, tu sais, dans la manière qu'on vit nos spiritualités, nous, puis beaucoup de gens qui nous écoutent, j'ai l'impression, c'est un peu comme ce qui me parle, je crée ma spiritualité à mon image, tu sais, d'une manière qui me fait du bien, évidemment en prenant en compte l'appropriation culturelle, c'est toutes ces sensibilités-là qu'on doit conserver, mais c'est très personnalisé à nos besoins. Avec Saturne en poisson, j'ai l'impression qu'il y a un retour vers je vais retourner vers quelque chose de plus structuré et de plus qui me soutient. Tu sais, que j'ai moins à me poser des questions. Mais là, je vais faire full mon verso, là. Ouais. Est-ce que ce retour à la religion, par exemple, est-ce que tu parles que c'est plus vu d'un œil plus dogmatique ou OK. Ouais. D'accord. Et j'ajouterais, c'est ma question. Là, je veux pas qu'on rentre trop dans un moment geek astrologique, mais la venue du christianisme marque le début de l'ère du poisson. Et donc, on est à la fin aussi d'une ère. Ouais. C'est un autre podcast, mais on s'en va vers l'ère du Verseau. On est comme dans le crossfade entre ces deux affaires-là. Puis j'ai l'impression que Saturne en poisson, c'est comme le dernier souffle, si on veut, de cette connexion-là qu'on a à Jésus. Et au christianisme et à toutes ces croyances-là qui ont été une structure qui a fait tellement de tort, mais qui a aussi été la base sur laquelle tellement de choses ont été construites dans la dernière ère. Donc, Saturne en poisson, je le vois aussi connecté comme à l'énergie... de la Bible. Oui, genre l'énergie chrétienne. Super intéressant. Biblique. Je veux observer ça plus consciemment autour de moi. Non, parce que c'est important, tu sais, pour beaucoup de gens, la religion, tu sais, ça peut être un système personnel qui les aide vraiment à tous les jours, comme la spiritualité, comme, jouer au rami le samedi soir. Tu sais, il y a vraiment quelque chose que par rapport au retour du temple interne, mais je suis curieuse maintenant que vous m'avez pointé ça, je vais essayer de regarder ça. T'observeras ça. Ben oui. Là, on a parlé de bien des choses qui sont comme intenses, comme d'hab. Scorpioniques, mais il faut pas oublier que pendant la saison du Scorpion, ou du moins à partir du 8 novembre, Vénus va être en balance. Une chance. Donc, sérieux, c'est comme Mars en Scorpion, c'est intense, s'affirmer. On a besoin que Vénus rentre à la maison. C'est ça. Puis je trouvais ça super intéressant parce qu'autant qu'on parle de OK, il va falloir mettre son pied à terre, comme assumer nos désirs, checker nos motivations. Ça va tester notre individualité, nos croyances, sauf qu'en même temps, Vénus est en pleine puissance dans le signe de la Balance à partir du 8 novembre et pour le reste du mois. Puis amène un beau potentiel, premièrement, non, c'est pas ça que je veux dire. Amène un beau potentiel, en fait, que dans notre besoin de s'affirmer, puis de mettre le focus sur les désirs, la planète Vénus, la planète des relations, et dans un signe qui permet la coopération et les compromis. Et les pourparlers. Et les pourparlers. Puis l'entrée en relation avec l'autre. Fait que c'est comme, peut-être que ça va se faire avec un petit peu plus de douceur qu'on aurait imaginé tout ça, tu sais. Dans mes notes, j'ai marqué « Give peace a chance ». Ouais. Quote, unquote. Mais c'est comme si à l'intérieur du tourbillon scorpionique, il y a comme cette Vénus-là qui regarde tout le monde, puis est comme « wow ». Puis comme prenez-vous par la main. Comme, genre vraiment la petite colombe avec le... Oui, c'est ça. Et comme... Comment la branche d'olivier? Oui. Oui, c'est ça. Oui. Puis tu sais, il faut pas oublier aussi que le signe de la Balance est le signe opposé, comme on l'a dit à plusieurs reprises, au Bélier. Puis ça nous rappelle en fait que le Bélier représentant les besoins individuels ou les désirs, notre droit d'exister,
avec le signe de la balance, c'est comme, mais pour qu'il y ait une relation équilibrée, juste, harmonieuse, il faut que ça soit 2 ou plusieurs individus qui affirment leurs besoins respectifs et apprennent à en discuter et à faire des compromis entre eux. Oui. Fait que c'est pas de se fondre à quelqu'un d'autre ou de s'oublier dans le processus relationnel, que ça soit dans « je suis en couple avec quelqu'un » ou je m'en vais voir une nutritionniste, puis elle me dit comment je devrais manger, puis je suis pas d'accord avec ça, puis là, j'ose pas le dire, fait que je me fonds à ce qu'elle me propose. C'est comme, non, il y a l'espace pour la conversation, il y a l'espace pour relativiser les choses, puis... Pour la réelle diplomatie. Oui, c'est ça. Genre, j'écoute ton point de vue et je t'offre le mien et on va trouver un terrain d'entente, puis je trouve ça intéressant, la cohabitation de Mars en Scorpion avec Vénus en Balance, parce que Mars en Scorpion va nous garder accrochés dans nos désirs, puis Vénus en Balance va peut-être c'est comme une traductrice, mais c'est pas la planète Mercure, mais même par rapport à la manière qu'on entre en relation, va comme adoucir ou tempérer un tout petit peu l'énergie ambiante. Ouais. C'est ce que je nous souhaite. Ouais. Voici. OK. Et ça nous amène le 13 novembre à la nouvelle lune en Scorpion, qui est une opportunité d'ouvrir des nouveaux chapitres, comme toute nouvelle lune. Oui. C'est un nouveau départ, on plante des semences. Et là, ça concerne, étant donné que c'est dans le signe du Scorpion, un peu plus nos relations les plus intimes, notre vie sexuelle, nos projets financiers qu'on peut avoir en commun avec autrui, ou encore notre évolution intérieure. Fait que notre processus alchimique de transformation, etc. Et là, c'est sûr que Mars, comme on l'a dit, qui est en Scorpion, ajoute un élément de drive, parce que c'est vraiment collé à la nouvelle lune, en fait. Là. Donc, ça ajoute un élément de drive pour s'affirmer davantage. Et ça l'amène aussi un certain concept de séparation. Puis, c'est ce que je trouve intéressant quand on parle de Mars, surtout quand on fait la différence avec Vénus, c'est que Vénus veut nous mettre en relation avec les autres, nous rapprocher de l'autre. Mars nous amène à nous séparer des autres. Et pas d'une manière nécessairement mauvaise. Non, là. non. C'est neutre. Dans l'exemple le sens où... que je peux... Ben c'est ça, c'est neutre. L'exemple que je peux donner, c'est si je m'en vais en voyage avec une de mes amies, puis on fait des efforts tout le long du voyage, de par nos concepts vénusiens, d'essayer de s'entendre, de faire des choses à deux pendant les 5 jours. Ben, il y a peut-être une journée où est-ce qu'elle va dire, ben moi, j'ai envie d'aller visiter un musée. Puis moi, je suis comme, hey, tu sais quoi, je suis un peu brûlée, je préfère aller dans un petit café, lire mon livre. Ben, le fait qu'on tienne les deux notre bout, puis qu'on affirme ce qu'on veut, fait en sorte qu'on va se séparer. Mais juste temporairement, tu sais, c'est juste pour l'événement en question. Fait que je pense que la présence de Mars dans la nouvelle lune, c'est comme, oui, un nouveau chapitre, mais qui vient avec un élément de séparation de par le fait qu'on tienne à notre point. Puis il y a Uranus aussi qui est en opposition, qui peut nous donner envie de nous rebeller, voire même de partir une révolution peut-être, mais là, on se calme. Grand potentiel d'impulsivité, je pense, dans cette lunaison-là. Donc, je pense que c'est important de s'assurer d'avoir une manière de libérer l'énergie qui s'accumule en nous. Tantrisme. Sex magic. S'il y avait une nouvelle lune pour explorer une manière de relâcher cette tension-là ou de faire monter même l'énergie, moi, je trouve que c'est une vraiment belle soirée pour faire l'amour. Oui. Puis Mercure aussi va Taking notes. Vous devriez le mettre à votre agenda, tout le monde. Faisons un love-making collectif. Orgie collective. Je suis pas contre. Scorpio civil. Mais j'allais dire, Mercure est aussi en Scorpion dans ce bunch-là. Donc, la Lune est en Scorpion, le Soleil en Scorpion, Mars en Scorpion, Mercure en Scorpion. OK, il y en a de l'énergie, tout ça, là. Toute transmutation sexuelle, sex magic, reconnecter à nos désirs profonds. Mais là, vous dites sex magic comme si tout le monde savait de quoi qu'on parle. Ah, oui, excusez-nous. Ben oui, sex magic. Donc, le sex magic, c'est d'utiliser la rencontre dans l'intimité, le consentement et le respect. Ou par soi-même. D'utiliser l'énergie de l'orgasme pour mettre une intention ou créer un désir qu'on a envie de se voir manifester dans le monde. Donc, au moment de l'orgasme,
on infuse cette extase avec une intention. Ouais. Et les nouvelles lunes sont bonnes pour ça. Et ça peut être quelque chose de très anodin. Vous voulez avoir un nouveau chien. C'est vraiment pas anodin. Non, ça, c'est un big deal. C'est life-changing. Acheter une maison ou partir en... Comme je veux dire, ça c'est pas nécessairement de genre, j'appelle... Non. On est dans l'énergie du scorpion. Là. Ça peut être comme, j'ai envie de me libérer de toute ma charge de travail. Ma charge de travail. Je dis n'importe quoi. Bref, restez créative. Mais on dirait que ce que je serais inspirée à faire, même avec cette nouvelle lune-là, ça serait comme de faire du sex magic, mais le matin, avant de me lever. Parce que dans un processus de rituel, il y a toujours un moment où est-ce qu'on fait lever l'énergie. Oui. Puis il y a plein de manières de faire lever l'énergie. Habituellement, j'aime beaucoup le mouvement, la danse, bref, tout ce qui est somatique me parle beaucoup, mais il y en a qui vont utiliser le chant, les bruits. Le sexe, c'est une manière de faire monter l'énergie. Fait qu'imagine si en début de journée, tu fais lever l'énergie dans ton corps en t'approchant de l'orgasme sans l'atteindre. Puis tu as cette énergie-là à l'intérieur de toi, puis tu l'extériorises au cours de ta journée. Je me demande si c'est comme... je trouverais ça intéressant. Je sais pas si ça serait too much. Ou non, c'est une super bonne idée. Il y a des athlètes qui font ça, ou est-ce qu'ils font ça avant une grande game, ou est-ce qu'ils font juste monter l'énergie sexuelle, puis avant de performer. C'est ça. Donc, ça peut être c'est peut-être le voir le reste de sa journée comme un grand rituel ouvert, où est-ce que je fais des actions alignées pour manifester puis amener des changements, parce que Mars-Uranus, ça peut être très... prône au changement, justement, propice, je devrais dire, au changement. Mon Dieu, j'ai hâte au 13. Fait que mettez ça à vos agendas, masturbation matinale, le 13 novembre 2023. C'est noté. C'est vraiment pas... des fois aussi, le Mars et Uranus en opposition, souvent, il y a comme... j'aime cette façon de le voir, parce que souvent, ça vient un peu comme fataliste, genre accident de voiture, accident de ci, accident... Puis, tu sais, c'est juste parce qu'il y a l'énergie est forte. Et donc, évidemment, tu sais, ça existe dans le thème de ces deux planètes qui se rencontrent, mais de aussi voir tout en globalité. Il y a plein de choses qui peuvent vivre, qui teintent ces transits-là. Donc, ça... J'aimerais ça rajouter aussi que, tu sais, oui, c'est une nouvelle lune durant laquelle il peut y avoir beaucoup d'impulsivité. On l'a dit. Fait que je pense qu'il faut quand même faire attention à une certaine notion de contrôle, mais je trouve que l'idée du plaisir matinal amène ce contrôle-là. Exactement. Tu résistes à l'idée de déverser, tu conserves intérieurement, puis tu gardes ce sentiment-là de conservation pendant le reste de ta journée pour... manifester consciemment plutôt que d'être plus comme... Je pense que quand on vit des transits hautement énergiques comme ça, la chose la plus sécuritaire à faire, c'est de s'en rapprocher. De faire « OK ». De pas faire comme... de pas rester un peu comme... De se rapprocher de l'énergie. Oui, de se rapprocher de l'énergie. De faire comme, bon, ça va être ça. Tu sais, d'être curieux, de se rapprocher, d'intégrer, de goûter. Parce que c'est parfois quand c'est pas conscient ou quand c'est quelque chose qu'on sent qui est à l'extérieur de nous que ça nous stresse. Ça nous cause du stress. L'information, c'est définitivement. Ce qui est aussi très cool, c'est que quelques jours après, donc là, nouvelle lune était le 13 et le 18 novembre, il y a une conjonction, donc la rencontre du Soleil et de Mars, qui représente le début d'un nouveau cycle, parce que chaque fois qu'une planète rencontre le Soleil, en astrologie, on entame un cycle. Fait que c'est beaucoup en lien avec notre manière d'affirmer notre identité, d'affirmer nos aspirations, qui on est, etc. Et c'est un transit qui va durer plusieurs jours. Je pense que c'est comme un bon 3 jours que les deux planètes sont exactement au même degré dans le ciel, avant de tranquillement, pas vite, commencer à se séparer. Et quelques jours plus tard, le 22 novembre, la saison du Scorpion se termine. Bouh! Mais on continue dans la saison du Sagittaire. Which is good. C'est tellement bon. Parce que l'intensité du Scorpion demeure avec le Sagittaire. Faut pas oublier ça. Après le dark side du Scorpion,
on fait un retour à la surface avec l'énergie du Sagittaire, avec plus de perspective et plus d'optimisme aussi. Et je trouve ça très drôle et très parlant aussi que la carte de tarot qui est associée au Sagittaire, c'est la tempérance. Parce que le Sagittaire, c'est souvent la saison de l'excès. Fait que la carte de la tempérance apparaît pour faire comme « By the way, it's very important to it. You should probably stop now. » Moi, je veux juste quelqu'un faire un fruit punch avec des affaires dans le fruit punch. C'est genre le staff party qui vire trop intense. Ouais. C'est ta virée au Carrefour Laval où est-ce que la carte de crédit se fait aller sans fond. Fait que c'est important durant cette saison-là de juste faire hey, je prends conscience que c'est une saison qui porte à l'excès. Tentons de faire preuve de tempérance. Et la manière de le faire, c'est beaucoup de retourner vers ce à quoi on croit. C'est, je pense, de revenir vers nos croyances, nos valeurs, pour pas juste partir comme une poule pas de tête. Et dans ce sens-là, Mars vit comme un super spotlight le 17, 18, 19, puis saison du Sagittaire qui rentre, puis après ça, il y a un carré de Mars avec Saturne le 25 novembre. Oui. Donc, pour moi, c'est connecté avec cette carte-là de la tempérance. C'est comme si Mars, tout d'un coup, il était vraiment comme... Oh! Oui, parce que Mars, c'est comme action, prise de risque, party, puis là, carré égale tension. Exactement. Avec la planète qui est comme le party pooper. Party pooper qui est comme ça coûte bien trop cher, on va pas y aller. Oui. Mais je pense que c'est parce qu'il était dans son expression, pas favorite, mais dans son expression la plus intuitive. Fait que justement, c'est un peu la suite logique de genre. Un petit calm down. Okay. Oui, un petit retour, mais revenir juste les pieds à terre. D'observer le mois de novembre comme vraiment une montée en puissance, je dirais les 3 premières semaines, puis la dernière semaine, c'est comme si... Oh, OK. Un peu un reality check, une manière de regarder comment on a dépensé notre énergie et où on a mis notre vigueur et est-ce que, de toute façon, Saturne s'en occupe habituellement assez bien de ces reality checks-là. J'ai l'impression que justement, si on parle de ce carré-là, si ça vient de Saturne, c'est comme si les circonstances extérieures ou des figures d'autorité, des choses qui sont pas nécessairement nous qui font notre propre check-in, des choses qui nous disent my friend, regarde qu'est-ce que tu as fait tout le dernier mois, tu sais, comme si quelqu'un sort tes dépenses de business ou n'importe quoi, puis c'est comme, je sais pas si c'est nécessairement extérieur à nous, mais ça peut définitivement venir de choses que, tu sais, souvent quand ça vient d'une autre personne, on dirait que le message est plus comme alarmant. Oui. Puis c'est comme, mais tu devrais être, on devrait avoir cette structure de le faire, personnellement, mais ça se peut que ça soit ça, tu sais. Oui, petit... c'est comme les cloches qui sonnent. Un cool-down qui sera peut-être extérieur ou en tout cas qui va certainement juste ralentir un tout petit peu la vapeur, tu sais, de notre navire collectif en fin du mois. Mais je vais juste rajouter une petite affaire. J'ai aussi écrit « But don't listen to the naysayers ». Ce qui veut dire, ça se peut que, justement, les gens qui essaient de ralentir la vapeur pour certaines choses, ben, qu'il y ait des gens pessimistes autour de nous ou des choses que... Des fois, on n'a pas nécessairement besoin d'écouter des gens qui remettent en question ton affaire, là, ça marchera pas. T'es dans ton air d'aller, il est là pour te péter la balle. Puis je pense que ça, c'est cool aussi avec l'astrologie d'avoir cette opportunité-là de voir les transits comme comment ça pourrait s'appliquer. C'est pas nécessairement que je dois... écouter. C'est ça. Peut-être que c'est un appel à me dire que, ben non, il faudrait peut-être que c'est correct d'écouter qu'est-ce que j'ai envie de faire ou, tu sais, relativiser. Oui, j'aime ça. Les petites affaires, des fois. Il nous reste un transit à discuter. Ça fait déjà un petit moment qu'on parle. Donc, on a tout le temps trop de choses à dire. C'est ça, là. Pleine lune en Gémeaux le 27 novembre 2023, qui va être encore une fois collée sur Mars et qui va aussi être en carré, donc en tension avec la planète Saturne.
Moi, je me disais que c'était au début, c'était une pleine lune qui m'a fait réfléchir, dans le sens que j'avais de la misère à la filer. J'étais genre, OK. Puis je me suis dit, tu sais, en ce moment, on est dans le monde, notre environnement nous offre plein d'informations, puis on a l'opportunité de vivre plein d'expériences qui attendent juste qu'on accepte puis qu'on se jette dessus. Tu sais, il y a comme plein d'opportunités pour nous. Puis, si on se permet de suivre notre curiosité puis d'ouvrir nos yeux pour voir ce qui est autour de nous, je pense que ça va être plus facile de trouver l'information nécessaire pour avoir une meilleure perspective quant à notre plus grande vision pour le futur. Fait que pour moi, c'est une invitation, cette pleine lune-là, à oser papillonner, tu sais, comme aime faire le Gémeaux, tu sais, à dire oui à certaines choses, à garder les yeux ouverts pour les expériences qui nous attirent, qui nous donnent envie d'expérimenter quelque chose de nouveau. Puis en tentant ces choses-là, c'est comme si ça va nous offrir la clarté nécessaire pour comprendre, OK, la vision d'ensemble, c'est ça. C'est vers là qu'il faut que je m'en aille, en fait. Mais tout ça sans oublier ses obligations. Parce que Saturne est quand même là pour faire comme, OK, c'est bien beau, mais comme garde tes deux pieds dans la réalité à travers tout ça. Et il va avoir déjà à ce moment-là un petit feeling de Mercure rétrograde parce que Mercure va être dans ce qu'on appelle le pre-shadow phase. Donc, elle se prépare à la mi-décembre à reculer. Donc, je pense que c'est pas tant d'avoir peur. Ou, en fait, c'est vraiment pas d'avoir peur. C'est juste qu'il peut avoir un peu plus un feeling de confusion, d'éparpillement. Fait que la meilleure chose à faire, je pense, c'est juste d'en être conscient puis d'appliquer les règles de la rétrograde de Mercure comme on fait habituellement. Fait que pour moi, la principale, c'est juste d'être présent, de porter plus attention puis de pas faire deux choses en même temps ou de faire une action pendant qu'on est dans notre tête en train de penser à d'autres choses, tu sais. C'est comme je me vois en train d'écouter Grey's Anatomy quand je rédige un courriel. C'est comme c'est là que tu oublies d'ajouter ta pièce jointe, tu sais. Fais une chose à la fois, garde ton attention là, puis ça va t'éviter des petites erreurs niaiseuses. Qu'est-ce que vous auriez à ajouter sur cette pleine lune? Vas-y. Elle me fait un peu le même effet que Vénus en Balance. C'est comme si l'élément de l'air, pour moi, à la fin du mois, nous permet aussi de un peu comme faire... Wow, OK. C'est comme si ça nous sortait un tout petit peu de comme tout ce qu'on a senti. Puis là, après ça, qu'on est rentré dans le Sagittaire, il y a encore du feu. Puis là, la pleine lune en Gémeaux, c'est comme si... Oh, OK. Puis là, on peut rentrer un peu plus dans notre sphère intellectuelle, dans plus le relationnel aussi avec une aisance. Et le Gémeaux, c'est comme une fluidité sociale qui est aussi vraiment aidante pour la période de l'année dans laquelle on rentre, qui est le début de toutes les parties de Noël. C'est une bonne date pour vos parties de Noël, je trouve. 27 novembre, vraiment. Oui. Vraiment. Et c'est comme si ça... Un peu comme ce que tu dis, ça nous donne une autre perspective, une nouvelle... Comme un refresh mental. Bien accueilli à la fin de ce mois-là, qui va avoir été vraiment en sensation, en alchimie. Puis là, Gémeaux, il est comme... OK, tu sais, c'est pas superficiel, mais juste une nouvelle qualité, un vent de fraîcheur, une manière aussi de relativiser, de faire bouger nos pensées, de faire bouger les points de vue, d'être un peu plus mobile dans tout ce qu'on pense puis ce qu'on sent. Et je pense que ça va faire du bien à la fin du mois. Dire oui à des expériences qui vont nous donner de la nouvelle information, rafraîchir nos idées, puis nous donner de la perspective. Je pense qu'il y a quand même un voile rêveur sur cette pleine lune, parce qu'il y a aussi c'est juste pour rajouter à la notion, Neptune. Justement, Neptune et Mercure en carré qui parle de ce haze de rétrograde. Et cet aspect-là, moi, je le vois beaucoup. C'est souvent comme recevoir des messages, mais ils ne sont pas tout à fait clairs et de voir comment on peut les filtrer, pas nécessairement avec notre rationalité habituelle, mais peut-être accueillir tout ce qui est instinctif, le ressenti, puis de mélanger cette abstraction, si on veut, d'information dans quelque chose d'un peu plus
peut-être festif, parce que le Gémeaux aussi, on veut l'amener dans le corps, on veut l'amener dans le fun, on veut peut-être le sortir de sa tête aussi. Mais ça peut être aussi, ça va teinter cette pleine lune, je crois, d'une espèce de... Ouais, un petit nuage de fantaisie-ish autour de... Mais c'est ça, c'est que l'illusion, ça peut amener éventuellement une déception si on s'attache trop à cette illusion-là qui peut être créée par cet aspect-là. Ouais. Mais l'illusion peut aussi nous amener dans un état d'esprit vraiment comme elevating. Genre, il y a quelque chose qui nous fait échapper à la réalité un peu, mais qui nous fait du bien, qui nous sort de ce qu'on connaît. Ouais. C'est très euphoria, je trouve. Oui, c'est ça. Euphorique ou euphoria? L'émission? Non, pas l'émission. Parce que ça, c'est plus Scorpio. Si ça, c'est ton party de bureau. I mean, to each his own. OK. Mais oui, non plus le onirique, l'euphorique. Mais en même temps, parce qu'on a aussi un aspect à Saturne, je pense que c'est là où est-ce que c'est comme... Oui. Je pense que l'illusion ne va pas durer bien longtemps. C'est ça. Mais tu sais, party de bureau, je trouve que c'est le parfait exemple parce que tu veux faire la fête, mais ton boss, il est quand même là. Puis la fille des ressources humaines, elle est quand même là. Puis tu sais, tu peux pas... Mais c'est ça, c'est comme le feeling, justement, quand t'es dans une soirée, t'as bu de l'alcool ou t'as pris whatever, puis t'es dans un moment genre « Ouais, c'est trop cool! Et le lendemain matin, Saturne vient te rattraper. Tu sais, le mal de tête, puis le comme... Ah, shit, j'ai vraiment overshare, j'ai dit telle affaire. OK, tu sais, fait que c'est un peu la vibe. C'est ça la vibe. C'est ça le vibes. Hey, merci de vous être jointe à moi pour la météo astrale du mois de novembre. Toujours un plaisir. Vraiment. Oui, c'est tout le temps le fun de jaser avec vous. J'espère que les cerveaux des gens qui nous écoutent n'ont pas frit tant que ça. Il y avait beaucoup de choses à dire. Oui. Puis, pour vous retrouver, dans le fond, tout va être dans les notes du podcast, autant vos Instagram que tout ça, parce que les deux, vous offrez des consultations, n'est-ce pas? Donc, je dis ça, je dis rien. Et pour nous, on se retrouve le mois prochain pour la météo astrale du mois de décembre, dans laquelle Geneviève va être présente. Ainsi qu'une troisième personne invitée, mystère. Suspense.